On se bat pour le retrait de cette réforme des pensions. On veut défendre les gens qui travaillent. Ah tiens, on s'en prend aux pensions. L'autre menace, c'est de faire augmenter le Minerval. À qui ce gouvernement ne s'en prend-il pas? Oh, il y a un trou dans la dette. Oui, mais qui a fait le trou? Vous dites, on a vécu au-dessus de nos moyens. Qui peut croire ça? Vous allez dire aux chômeurs qu'ils ont vécu au-dessus de leurs moyens. On n'est pas sûr de gagner, mais si on ne fait rien, on est sûr de perdre. Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Geoffrey Goehens, il est porte-parole académique du mouvement Université en colère. On va parler avec lui des problématiques actuelles du gouvernement Arizona qui impactent directement l'université publique. Mais d'abord, abonnez-vous à notre chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager, ça nous aidera bien. On commence direct avec Geoffrey. Bonjour Geoffrey, enchanté de te rencontrer et de pouvoir parler de cette problématique avec toi. N'hésite pas à te servir. Oui, des chips, vous allez faire un heureux. Geoffrey, explique-nous, Université en colère, c'est un mouvement dont tu es le porte-parole académique. C'est quoi? C'est un collectif qui s'est créé il y a quelques semaines à partir d'une poignée de collègues, mais tout corps confondu. C'est vraiment important de le rappeler. Donc des membres du personnel administratif, technique, ouvrier, des membres du personnel scientifique, donc des jeunes chercheurs, chercheuses, et des membres du personnel académique, donc des enseignants chargés de cours ou professeurs ordinaires à l'université, qui ont décidé de se mobiliser lorsqu'ils ont été pleinement informés des mesures du gouvernement Arizona, particulièrement en matière de pension, à la suite d'un conseil académique où toutes ces informations nous ont été données, lorsqu'on a appris que les pertes allaient être particulièrement sèches. Au niveau des pensions, on parle quand même de entre 10 et 15% pour le PATO, donc le personnel administratif, technique et ouvrier. On est autour de 20-25% pour le personnel scientifique et 40% de pertes sèches, donc de pensions nettes pour les professeurs. C'est évidemment inacceptable. C'est évidemment inacceptable. C'est une déclaration de guerre qui, par ailleurs, est une déclaration de guerre et une attaque sociale très brutale qui prend place dans un cadre plus général, qui est celui de la destruction plus ou moins programmée de ce qui reste de la sécurité sociale, de l'état social chez nous et des services publics. Donc on est particulièrement évidemment touché à l'Université de Liège et ça va avoir un impact pas seulement sur la pension du personnel universitaire, comme sur le personnel judiciaire. On sait que là, les collègues de la magistrature se sont aussi mobilisés. On espère qu'on va pouvoir évidemment faire converger toutes les luttes, mais ça va avoir des effets aussi dramatiques sur la recherche et la qualité de l'enseignement dans une université publique comme la nôtre à Liège. Alors évidemment, il y a différents secteurs qui sont touchés. Il n'y a pas que l'université. Ici, on va se focaliser sur l'université. Ensuite, on parlera de la généralité. Bien sûr. Mais pourquoi c'est inacceptable d'apprendre comme ça en milieu de carrière, en fin de carrière, que votre pension va être diminuée? Alors, c'est très important la question que tu poses parce que précisément, vu de l'extérieur, et ce gouvernement joue évidemment sur toute une série de clichés, de stéréotypes, vu de l'extérieur, on se dit, le personnel universitaire, le monde des universités, c'est des gens qui gagnent très très bien leur vie. Il faut rappeler plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas que le personnel académique qui est touché. Il y a le personnel administratif, technique, ouvrier, le personnel scientifique. Ce ne sont évidemment pas les mêmes salaires que le personnel académique. Ce n'est pas non plus les mêmes pensions, même avant la réforme. Il faut préciser une autre chose aussi, c'est que la carrière lambda à l'université, la carrière la plus classique, si je puis dire, vous terminez vos études à 22, 23 ans, vous faites un doctorat, ça peut prendre plusieurs années, et puis vous êtes assistant. Alors, vous intégrez le corps académique généralement autour de 35, 40 ans et vous pouvez espérer devenir professeur, qui est un titre, une promotion à part entière dans le corps académique, aux alentours de 40, 45 ans. Parfois, ça peut être un peu plus jeune, mais on est autour de 40, 45 ans. Et puis encore le titre de professeur ordinaire, mais qui vient souvent un peu plus tard, évidemment, dans la carrière. Ça veut dire que pendant une bonne partie de votre carrière, vous n'avez pas du tout le salaire d'un professeur d'université. C'est ça. Soyons clairs. Et donc, en réalité, ce gouvernement joue évidemment sur les stéréotypes et le fait qu'une bonne partie de la population ne connaît pas ni réellement les conditions de travail, ni les salaires du personnel. N'oublions pas aussi autre chose, c'est qu'il y a eu plusieurs réformes. Il fut un temps où on calculait la pension sur la base des 5 dernières années de la carrière. En principe, les meilleures années, celles où vous avez eu donc toute une série de promotions. On a ramené ça à 10 ans. On parle de 20 ans. Donc, ça veut dire que maintenant, on calcule, et on annonce même donc, évidemment que l'on va calculer donc, sur toute une carrière, ça va faire évidemment des pensions beaucoup plus basses, puisque à 25, 30, 35, voire 40 ans, vous n'avez évidemment pas nécessairement, loin s'en faut, le salaire
d'un professeur, avec le titre de professeur, et les années d'ancienneté. Donc déjà, il faut un peu, comment dire, démythifier les salaires et les montants que l'on peut gagner sur toute une carrière. Ensuite, il y a autre chose de très important qu'il faut rappeler, c'est qu'on est dans le domaine du secteur public. Et dans le domaine du secteur public, la pension a toujours été pensée en quelque sorte comme une forme de compensation. Compensation veut dire par rapport à quoi? C'est important d'utiliser le terme de compensation parce que sinon ça donne l'impression que nous souhaitons maintenir un système de privilèges. Soit dit en passant, les mêmes gouvernements considèrent que les aiguilleurs du ciel sont des privilégiés, les gens de la SNCB, demain peut-être les chauffeurs de la tech, ou les journalistes des télévisions locales. Hein, on n'est vraiment pas à l'abri avec ce gouvernement et les gouvernements qui sont associés à d'autres niveaux de pouvoir. Mais c'est pas un privilège en réalité, c'est un droit. Il faut rappeler que ces choses ont été négociées il y a très longtemps et on a estimé que lorsqu'on rentrait dans la fonction publique, avec le statut de fonctionnaire, hein, quel que soit le poste, mais qu'on fait partie à part entière de la fonction publique, il y avait deux désavantages, si je puis dire, par rapport au privé notamment. Le fait qu'à diplôme égal, les salaires sont moins importants dans le public que dans le privé. Par ailleurs, il faut rappeler que dans le privé existe très souvent ce qu'on appelle l'assurance groupe, qui est donc une assurance une pension, si on veut, de second pilier. Le premier pilier, c'est la pension légale. Le second pilier, c'est l'assurance groupe à laquelle peut cotiser notamment donc un employeur, notamment. Et le troisième pilier, c'est celui que tout un chacun peut décider de prendre, donc contracter une assurance pour s'assurer une vie décente en fin de vie. Une vie décente en fin de vie ou une vie plus que décente, confortable. Donc il faut avoir les moyens évidemment aussi de prendre ce troisième pilier. Hein. Donc il faut être bien au clair le fait que ce troisième pilier, il est profondément inégalitaire puisque tout le monde n'a pas la possibilité, si je puis dire, d'épargner pour s'assurer une pension privée sur le côté. Par ailleurs, elle est beaucoup moins sûre que la pension du premier pilier, puisque c'est une financiarisation. Là, on est dans le domaine du placement et de la bourse, si je puis dire. Donc, vous êtes de toute façon victime des aléas d'une crise économique, d'une crise financière, ce qu'on évoque rarement. Or, ce gouvernement, il faut bien garder ça à l'esprit, a pour objectif vraiment d'imposer cette idée au minimum d'un second pilier pour tous les salariés, quels qu'ils soient, privés comme publics. Donc, notre combat va au-delà. Nous réfutons vraiment le bien fondé de cette réforme des pensions, pas seulement pour les fonctionnaires, ni pour les universitaires allégés. Donc, c'est une compensation, cette idée donc de pension plus élevée pour les fonctionnaires, c'est une compensation qui répond à un double handicap tout au long de la carrière, si je puis dire, c'est l'absence d'une assurance groupe et d'une pension du second pilier, de deuxième pilier, pardon, et d'autre part, c'est évidemment, comme je l'ai dit, un salaire qui a un diplôme universitaire ou non équivalent et moins élevé que dans le privé. Donc ce n'est pas un privilège, c'est un droit qui a été conquis et qui est inscrit dans l'histoire précisément de la fonction publique. C'est un salaire différé, la pension est un salaire différé, ce que M. Georges-Louis Boucher, fait semblant de ne pas comprendre. Cette réforme des pensions, qu'est-ce que ça pourrait entraîner pour les étudiants? Oui, évidemment, c'est le plus important. C'est pas seulement le personnel universitaire qui est concerné par cette réforme, c'est les étudiants, c'est la recherche et c'est le modèle même de l'université publique qui est menacé. Réfléchissons très concrètement comment est-ce que tout cela va fonctionner. Bon. Nous allons fortement limiter, si on laisse passer cette réforme, les pensions dans le personnel universitaire. Ça veut dire que pour les chercheurs, pour les professeurs, ils vont être tentés naturellement pour obtenir une pension qui correspond à ce qu'on leur avait annoncé, ce qu'on leur avait annoncé au départ, puisqu'il y avait une rupture de contrat en quelque sorte. Ils vont être tentés de multiplier les activités. Et donc, à côté de son poste de chercheur, d'assistant, de chargé de cours, de professeur ou de professeur ordinaire, on se dit, on va faire une autre activité. Et donc forcément, il y aura moins de temps pour la recherche, moins de temps pour l'encadrement des étudiants, moins de temps pour l'encadrement particulier de leur TFE. Donc ça va inévitablement, c'est inévitable, avoir un effet dévastateur sur la qualité de l'enseignement et de la recherche. Ça va créer aussi ou agrandir le fossé entre des universités privées et des universités publiques qui ne seront pas évidemment mangées à la même sauce. Et à l'université de Liège en particulier, je veux dire, on est une université pleinement publique. C'est pas nécessairement le cas. Exactement le même statut pour toutes les universités en Belgique francophone, même si d'autres vont être très fortement touchées. Toutes les universités vont être touchées par ces réformes d'une façon ou d'une autre, mais en particulier Liège et puis Mons aussi, l'ULB, voilà. Donc ça, c'est très important, ça va avoir un effet, je pense, vraiment dévastateur sur la qualité de l'enseignement et de la recherche.
Ça peut aller au-delà, ça peut aller bien au-delà évidemment. Quelles sont les autres menaces? Les autres menaces, c'est que nous savons actuellement que la fédération n'a pas pris position, comme l'a fait le gouvernement flamand, en disant nous allons compenser cette réforme des pensions en donnant les moyens aux universités néerlandophones, en quelque sorte de développer leur propre second pilier, une forme d'assurance groupe au sein des universités flamandes. Le gouvernement flamand, à voir évidemment si cela va être suivi de fait, s'il sera à la hauteur des attentes des collègues dans les universités néerlandophones. Le gouvernement a annoncé qu'il allait tout faire pour compenser les choses. Je pense qu'il faut être très prudent. Je pense que, par ailleurs, cette pension au second pilier reste une forme de financiarisation aussi. Donc nous, sur le principe, de toute façon, nous ne voulons pas d'une réforme qui consistera à dire « mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner les moyens pour développer une pension du second pilier ». Nous voulons le maintien du système des pensions actuel. Des certitudes, finalement. Des certitudes, la pension légale. Pas seulement pour les universitaires, mais pour tous les salariés de ce pays. Nous ne voulons pas de cette réforme des pensions. Il faut être tout à fait clair. Quand bien même, si on regarde un petit peu ce qui se passe, comme je l'ai dit, il y a eu des annonces qui ont été faites en Flandre. Du côté francophone, il n'y a pas vraiment eu d'équivalent. Personne n'imagine sérieusement que des promesses pourraient être tenues, puisqu'on nous annonce aussi qu'au niveau de la fédération, là aussi, les cordons de la bourse, c'est le cas de le dire, sont particulièrement serrés. Donc que va-t-il arriver ? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de dire aux universités, à vous de vous débrouiller. Il y a un manque à gagner qui est de autant. Nous avons calculé avec les collègues économistes de l'Université de Liège qu'on était approximativement autour de 60 millions d'euros. Pour récupérer 60 millions d'euros, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Soit vous faites appel au privé, vous compensez d'une façon ou d'une autre, et c'est l'entrée d'intérêts privés sous différentes formes, comme ça peut exister évidemment dans d'autres pays. Il y a une forme de privatisation plus ou moins larvée de l'université. Et là, c'est une recherche évidemment qui est instrumentalisée, une recherche qui n'est plus indépendante. Ça, en principe, c'est une des garanties d'une recherche indépendante, c'est précisément d'être attaché au secteur public. L'autre menace, c'est de faire augmenter le Minerval. Et selon les calculs, on pourrait avoir un Minerval qui soit autour de 4 000 ou 4 500 euros. On ne dit pas que c'est ça qui va arriver, on dit que c'est une des menaces, une des possibilités. Alors, bien évidemment, Madame de Grey's précise qu'il est hors de question, qu'elle n'envisage pas, à un moindre moment, d'augmenter le Minerval. Nous ne sommes pas là, nous, pour faire confiance ou ne pas faire confiance. Nous sommes opposés à cette réforme, nous voulons la défense du premier pilier et nous ne pensons pas que les autorités à d'autres niveaux de pouvoir trouveront l'argent précisément, puisqu'on est dans une logique où on ne cesse de parler d'austérité, d'austérité, d'austérité. Donc il y a une menace sur l'augmentation plus ou moins importante du Minerval, il y a une menace sur l'instrumentalisation de l'université qui peut être privatisée de différentes manières, notamment, comme je l'ai dit, avec la multiplication des partenariats avec des institutions, des organismes ou des intérêts privés. Donc ça, c'est une menace. Donc on voit que c'est le modèle même de l'université publique qui est menacé dans ses fondements, à savoir une université démocratique, accessible, mais visant l'excellence au niveau de l'enseignement et de la recherche pour tous, en principe. Voilà. Donc le Minerval, c'est le prix que payent ces personnes qui veulent devenir étudiants à l'ULiège ou dans les différentes universités. Donc il y a la possibilité que ce Minerval augmente. Ça créerait évidemment des inégalités d'accès à l'éducation. Ce qui a été voulu avec les universités publiques à la base, c'est de réduire ces différences. Oui. Certaines personnes n'avaient pas du tout accès à ce type d'enseignement, ce type d'enseignement universitaire. Ce serait revenir en arrière. Oui, ce serait tout à fait revenir en arrière. C'est pour ça que je pense que c'est important aussi de pouvoir contrecarrer et déconstruire la rhétorique de ce gouvernement. Le mot réforme, on sait que, j'explique souvent à mes étudiants dans les cours, puisqu'on travaille beaucoup sur les discours de l'austérité, le mot réforme, il est connoté positivement. Dans nos sociétés, il renvoie à l'idée de progrès, d'avancée. Sauf qu'il y a des réformes qui sont des contre-réformes. Ici, en l'espèce, c'est une contre-réforme ultralibérale qui menace, je pense, vraiment les fondements de notre université publique, du modèle que vous évoquiez, d'une université qui est accessible. On sait déjà que le monde de l'université reproduit partiellement ou plus, selon les facultés, selon l'histoire des universités, les inégalités sociales. Voilà. Mais précisément, l'université publique a pour vocation de limiter précisément ces phénomènes et de permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux études universitaires pour des montants qui restent des montants, accessibles pour le plus grand nombre. Il y a aussi des systèmes de bourse, évidemment, dans les situations qui sont encore plus
plus compliqué. En faisant ça, quel est le risque? En augmentant le Minerval. Imaginons même que le Minerval ne passe pas à 4 000, 4 500 euros, mais qu'il le passe à 2 000 ou 2 500 euros. On sait déjà ce qu'on va nous dire. 2 000, 2 500 euros, oui, bien sûr, c'est une augmentation très significative, mais on n'est pas aux États-Unis. Voilà, on entend déjà dit court, mais on n'est pas aux États-Unis. Bon. Tout le monde doit faire des efforts. Hein. On peut financer, le pouvoir public, la collectivité, les citoyens peuvent financer des études, mais plus à hauteur d'eux. Donc il faut que tout le monde, et même certains, fassent un peu plus d'efforts. Et de toute façon, ceux qui ont beaucoup de difficultés, il y a des bourses. Et entre les deux, vous aurez toutes ces personnes qui ne sont pas dans des difficultés telles qu'ils peuvent prétendre à une bourse, mais qui sont néanmoins des personnes, des individus ou des familles qui n'ont pas néanmoins les moyens de mettre ce montant précisément. Si je regarde ma propre trajectoire, je ne suis pas persuadé, avec un Minerval à 2 000 ou 2 500 euros par exemple, que j'aurais pu faire des études à l'université. Mes parents n'étaient pas dans une situation où je pouvais obtenir une bourse, mais on était loin d'être confortable. C'est un euphémisme. Donc, voilà, donc on voit bien les stratégies, les arguments qui pourraient être avancés, mais concrètement, quel effet ça va avoir sur les étudiants? Vous avez déjà des étudiants aujourd'hui qui travaillent de plus en plus pour payer leurs études. On le voit à l'université. Sous pression, oui. Mais oui, ils étaient quelques pourcents il y a peut-être 20 ans, les chiffres ne cessent d'augmenter. Je connais moi-même un très grand nombre de mes étudiants qui travaillent précisément pour payer leurs études. Et c'est compliqué pour eux. C'est compliqué parce que parfois, ils ne peuvent pas assister à tous les cours. Ils travaillent parfois dans le monde de l'Horeca à des heures parfois très tardives, donc c'est plus difficile pour étudier. Donc, on a rendu déjà, en fait, aujourd'hui, les conditions de vie d'un étudiant beaucoup plus difficiles qu'elles ne l'étaient il y a 15 ou 20 ans. Ça, il faut déjà s'en rendre compte. La vie pour nos jeunes est beaucoup plus dure. Et il y a déjà eu toute une série de réformes qui ont été dans ce sens-là. Donc, ce gouvernement, il s'inscrit dans le prolongement de ce qui a existé. Il n'y a pas de rupture, mais il le fait avec une brutalité et en passant un cap supplémentaire qui est sans nom. Quant à la réforme des pensions, là, vraiment, on touche au sublime. Je veux dire, c'est absolument hallucinant, cette attaque frontale contre, en ce qui concerne l'université, tous les corps confondus. Donc, les étudiants vont multiplier les jobs pour payer leurs études. Certains n'y arriveront pas. On a aussi pas mal déjà de burn-out chez les collègues, mais aussi chez les étudiants, des choses parfois encore beaucoup plus dramatiques. Donc on va rendre la vie beaucoup plus difficile à des gens pour qui c'est déjà difficile de pouvoir avoir accès à l'université et qui le font eux-mêmes en travaillant pour payer leurs propres études. Voilà. Mais il semblerait que cette dynamique de plus en plus inégalitaire ne semble pas poser beaucoup de problèmes au gouvernement de l'Arizona, ce qui n'est pas tout à fait hasard lorsque l'on voit la composition de ce gouvernement que pour ma part je qualifie de gouvernement des droites. Tu parles justement donc de ces méthodes de subvention pour payer l'université, pour finalement gagner de l'argent, pour payer ses chercheurs, pour payer ses professeurs, pour permettre à des étudiants d'avoir accès à ces études sans forcément pousser vers le haut le Minerval. Et ces recherches, elles seront moins indépendantes si la réforme des retraites a lieu, si différentes réformes font que vous avez moins de subventions accordées par le public. Qu'est-ce que ça donnerait, ça, des recherches moins indépendantes? Tu aurais des exemples? Le risque, évidemment, c'est quoi? Le risque, c'est que on contraigne ou on rend inévitable le fait de multiplier, par exemple, les partenariats avec des institutions privées ou de multiplier les chaires, par exemple, comme elles existent dans toute une série d'universités, dans des secteurs très pointus qui sont plutôt celui des biotechnologies, de la médecine, de l'ingénierie, etc., où on peut comprendre, enfin, moi je suis aussi contre ce modèle, mais bon, elles existent dans certaines facultés, elles ont peut-être plus de raisons d'être que dans d'autres, des partenariats aussi avec des grandes firmes. Donc, les chaires, explique-nous. Les chaires, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des très grandes entreprises, par exemple, qui vont financer une chaire en développement durable, et quand vous voyez l'entreprise qui est derrière, vous vous posez quand même quelques questions. Donc il faut être très clair. Je ne veux pas donner un exemple précis de chaire ici, que ce soit l'ULB, à l'UCL ou à Liège, mais bon voilà, quand on voit des très grandes entreprises du monde brassicole, de la chimie ou du ciment financer des chaires en développement durable, que ce soit en Belgique ou ailleurs, bon, je veux dire, là, on est dans le domaine du greenwashing et moi, ça me pose énormément de problèmes. Je suis dans l'euphémisme, hein, vraiment, je suis dans l'euphémisme. Voilà, donc,
voilà une des possibilités qui pourrait être appelée évidemment à se multiplier. Et donc vous auriez un département de journalisme, communication, celui que je préside et que je fais fonctionner tous les jours avec tous mes collègues, où on dirait, voilà, une série de moyens, pourquoi ne pas là aussi développer des partenariats ou une chaire avec, alors pour ne pas donner d'exemple belge, une chaîne avec, je vais être volontairement provocateur, une chaîne avec une chaire, CNews ou BFM en journalisme à Liège. C'est ça. Enfin, vous imaginez la situation. Pour continuer à garder cette indépendance, pour continuer à garder un accès à l'éducation pour les étudiants avec un Minerval assez bas et autres, pour garder une qualité d'enseignement avec des professeurs qui se mobilisent, sont pleinement à plein temps à l'université et n'ont pas un emploi sur le côté, qu'est-ce que vous demandez avec votre mouvement Université en colère? Alors, non seulement c'est le retrait, évidemment, de la réforme, et ce que l'on demande, mais bon là, on n'a pas beaucoup d'espoir avec les actuels gouvernements qui sont aux différents niveaux de pouvoir, c'est un refinancement, évidemment, massif de l'enseignement. Et ça vaut pas seulement, évidemment, pour l'enseignement universitaire, mais pour l'enseignement également secondaire, pour l'enseignement en général. Il faut se dire une chose, c'est que on dit souvent qu'on juge la qualité d'une société à la façon dont elle traite ses jeunes et ses aînés. Quand vous regardez l'état de l'enseignement, pour les plus jeunes, jusqu'à l'université, l'état des crèches, le manque de place, le sous-financement chronique de ce secteur, les hôpitaux, les soins de santé, maltraités, les blouses blanches depuis des années, on avait promis des choses pendant la crise. Bon, on attend. On n'a rien vu, oui. Les maisons de repos, là aussi, avec des prix qui flambent. Qui va aujourd'hui encore pouvoir se payer une maison de repos digne de ce nom? C'est un scandale absolu dans notre société. Et à côté de cela, des privatisations dans le secteur des maisons de repos. On a fait de ce secteur aussi un marché. Et vous avez pas mal de grandes fortunes francophones ou néerlandophones qui ont fait fortune dans le secteur des maisons de repos. Allez voir le site de Ludwig Verdeun, un journaliste d'investigation néerlandophone qui a un site sur les plus grandes fortunes du pays. Vous allez voir qu'il y a, je pense, une dizaine plus ou moins de grandes fortunes belges qui ont fait fortune en faisant de l'argent sur le dos, comme on dit, de ce qu'ils appellent l'or gris, en quelque sorte, silver economy, donc nos aînés, gris, donc renvoyant, j'imagine, donc à la couleur de leurs cheveux. Donc l'enseignement, pour ma part, l'enseignement, la santé, donc y compris les maisons de repos, les médias, l'énergie, c'est la base. Ce sont des biens qui sont trop précieux pour être laissés au privé et au marché. Et donc, il faut aussi, plus fondamentalement, une rupture, je crois, une rupture du modèle avec ce qui s'est imposé depuis 40 ans, ce modèle néolibéral qui, évidemment, a abouti donc à des fermetures d'entreprises en masse, qui a dégradé les conditions de travail, qui maintient le blocage des salaires au nom de la prétendue compétitivité des entreprises. C'est toujours le même argument qu'on nous resserre, au nom de la dette publique qui aurait explosé, mais on ne nous dit jamais d'où vient cette dette publique. Faut-il rappeler que les banques privées, notamment, ont été sauvées par de l'argent public? Faut-il rappeler les dizaines de milliards offerts en cadeau d'abaissement de charges patronales aux grandes entreprises en particulier qui en bénéficient depuis des dizaines d'années? Les intérêts notionnels, la fraude fiscale. On voit bien qu'il n'y a pas de lutte sérieuse contre la fraude fiscale. Donc, il y a beaucoup d'argent en Belgique. Simplement, on a décidé, une fois de plus, de faire payer les mêmes et de laisser pratiquement intouchés ceux que le grand public connaît peu, mais qui sont, eux, véritablement les épaules les plus larges de notre société. Et si ces gens ne contribuent pas plus, vous n'allez pas pouvoir maintenir ce qui reste de l'État social en Belgique. Donc, il faut bien comprendre que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une attaque frontale contre ce qui reste de l'État social, la chasse aux chômeurs, la chasse aux malades de longue durée. C'est aussi une destruction plus ou moins programmée de tout ce qui renvoie à l'idée de secteur public, mais qu'il y aura évidemment des bénéficiaires de ces politiques. Il y aura des bénéficiaires. Quand vous menacez les pensions du premier pilier, évidemment, c'est les banques assureurs qui se frottent les mains. Vous imaginez les montants faramineux qui sont en jeu pour ces acteurs. Quand vous développez le deuxième et le troisième pilier, qui est toujours une forme de financiarisation et de marchandisation et donc de privatisation des pensions, c'est des montants absolument considérable. Si demain vous avez des universités ou d'autres types d'institutions publiques qui se mettent à développer ces pensions de deuxième pilier, ou des individus, chercheurs, enseignants, membres du PATRO qui eux-mêmes cotisent à une assurance privée pour s'assurer de meilleures pensions. Ouais. Les montants sont faramineux. Donc, c'est le cas en Amérique, finalement. Mais évidemment, il y a un véritable Eldorado. Ouais. Il y a un véritable Eldorado. Et ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que
bien sûr, ça ne va pas être du jour au lendemain le modèle américain. Mais une fois, en quelque sorte, que vous avez mis le pied dans la porte, ça va être très difficile de la refermer. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a non seulement des victimes à cette crise, très clairement, il y a des cibles, mais il y a aussi des bénéficiaires, donc des commanditaires, si je puis dire, de ces politiques. Parce que ce gouvernement, évidemment, ne mène pas une politique à l'aveugle. Hein. C'est un gouvernement qui a une idée bien précise, il sait où il va, et je pense qu'il répond à des intérêts économiques sonnants et trébuchants, qui sont assez puissants, mais ça, ce n'est pas propre au gouvernement belge. À cet égard, je pense que ce qui se passe en France avec Macron doit en partie, je crois, servir de modèle, à mon avis, à certains membres de l'Arizona, en tout cas. Sous couvert de différentes allégations populistes qui ont eu lieu, il faut mettre les étrangers dehors, il faut faire travailler ces chômeurs de longue durée, il faut remettre les gens au travail. Est-ce qu'on est en train de flinguer le service public ? Oui, on est en train de... Parce que c'est pas dans leur programme ce qui était affiché en premier. Hein. D'abord, en effet, quand les gens disent « mais vous savez, ils ont été élus démocratiquement », bon, ok, c'était dans leur... Non, c'était pas exactement dans leur programme, c'était pas ainsi. C'est la première chose qu'il faut rappeler. Non, ce gouvernement fait des choses qui n'étaient pas annoncées très clairement. Le discours sur on va défendre les gens qui se travaillent tôt, on va valoriser le travail, etc. Bon, pour valoriser véritablement le travail, il faudrait déjà faire sauter la loi de 96 qui bloque les salaires au nom de la compétitivité. C'est évidemment pas dans les intentions de ce gouvernement. On veut défendre les gens qui travaillent. Ah tiens, on s'en prend aux pensions. Ah bon, aux pensions des gens qui travaillent, à l'UNIF et ailleurs. Tiens, c'est curieux, deuxième contradiction. Non, évidemment, entre le discours politique qu'on a l'habitude d'étudier avec nos étudiants à l'université et la réalité de la politique menée par ce gouvernement, il y a un gouffre. Hein. Aucun gouvernement, la plupart du temps, n'annonce frontalement de telles réformes avant les élections. Je veux dire, ils sont tous sauf stupides. Hein. Donc nous aussi, nous devrons rester vigilants à l'égard de ce qui est dit et chaque fois montrer le décalage entre précisément le discours et la réalité. Et tu as tout à fait raison de parler j'ai envie de dire, de discours d'accompagnement ou d'alibi pour masquer une réforme ou une série de réformes, de contre-réformes, tu vois, moi-même je tombe dans le piège, de contre-réformes qui visent des intérêts tout à fait différents. Alors, évidemment, je ne sais même pas s'il faut encore multiplier l'exemple du côté de la NVA ou du côté du AMER, je vais dire tendance Louis Boucher, bon, évidemment, les déclarations... de stigmatisation sur certaines communautés, de racisme plus ou moins explicite. Enfin, on se souvient quand même de toute une série de sorties. Oui. Bon, voilà, à un moment donné, bon, ce n'est plus un dérapage, hein, c'est une stratégie électorale, parce que malheureusement, ce type de discours plaît à une partie de l'électorat. Ça, il faut le regretter, mais c'est ainsi que ça fonctionne. Et d'autre part, c'est un grand classique du diviser pour régner. Forcément, on est en train de faire quoi? On divise le privé contre le public, avec tous les stéréotypes sur les gens qui sont fonctionnaires, qui sont dans le public plutôt que dans le privé. On divise évidemment entre, comme on dit, les nationaux et les non-nationaux. Hein. Et j'essaye encore d'être poli et de ne pas utiliser les termes que certains des partis au pouvoir utilise, évidemment. On va diviser au sein d'une institution le pato contre le personnel académique. Hors de question, on ne jouera pas le jeu. Donc je préviens ce gouvernement, si l'objectif c'est de dire on va faire une avancée considérable sur le personnel académique, mais le pato devra faire un effort et le personnel scientifique aussi, ou le contraire, nous ne rentrerons pas dans ce jeu. On se bat pour l'ensemble du corps et pour le retrait de cette réforme des pensions, pas seulement pour le personnel académique. Donc opposer les gens les uns aux autres, c'est un grand classique. Ça, de toute façon. Sur les chômeurs, là aussi. Je lisais encore récemment un bouquin sur l'histoire économique du pays et je n'avais pas été attentif à cette chose-là. Très longtemps, on parlait du taux de chômage. Maintenant, on parle de plus en plus du taux d'emploi, de l'employabilité. C'est très curieux. Donc avant, on s'inquiétait de la montée du chômage, mais on ne pensait pas que c'était le chômeur qui était responsable de la situation, mais plutôt le système. Aujourd'hui, on a réussi à retourner complètement les choses dans un modèle néolibéral qui pointe la responsabilité vers l'individu. Et là, Frank Van Den Broek, par exemple, a une responsabilité écrasante puisqu'il a été un peu celui qui a accompagné et était même aussi un peu le penseur, l'un des hommes politiques à la croisée de la politique et de l'université qui a pensé l'État social actif, donc l'idée d'activer les gens. L'implicite, c'est qu'ils sont passifs, pour ne pas dire que les chômeurs sont fainéants. Okay. Alors, c'est dit de façon moins brutale que Georges-Louis Boucher, mais c'est quand même le même implicite. Oui, c'est que le chômeur est le responsable individuel de sa situation et qu'il est temps de l'activer. Donc avant, on s'inquiétait du taux de chômage, maintenant on s'inquiète du taux d'emploi, hein, l'employabilité. On ne cesse de dire il y a une pénurie de. Comme si à nouveau, il y a une pénurie, il y a des gens qui sont en attente d'un boulot, comme dirait Claréval,
ou Macron, qu'il traverse la rue, le boulot est là, qu'il accepte de se reformer pour faire autre chose. D'abord, si vous avez fait des études dans un domaine, je ne vois pas au nom de quelle justice ou légitimité on va vous demander de faire autre chose que ce que vous vouliez faire. Là, c'est une question vraiment plus de philosophie politique ou plutôt de philosophie morale. Mais plus fondamentalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à faire croire qu'il y a un vivier d'emploi et que les gens n'ont qu'à aller le chercher en acceptant une petite formation, c'est quand même pas trop leur demander. Alors moi, quand j'entends ce discours, évidemment, ça m'énerve au plus haut point, donc je m'énerve derrière ma télévision, mon épouse me dit « calme-toi, ce n'est pas bon », ben voilà. Mais c'est mon métier aussi de regarder les médias. Et j'aurais envie de dire, si j'avais ces ministres face à moi, mais quelles études ont fait vos enfants ? Vos enfants ont-ils plutôt fait HEC? Ont-ils plutôt fait droit? Ont-ils fait des études supérieures, universitaires ou non? Ou ont-ils fait la maçonnerie, par exemple? Vous voyez, je vais en venir. C'est très facile de dire qu'on ne parle pas de ses propres enfants, mais tout le monde n'a qu'à faire une nouvelle formation parce qu'il y a évidemment une pénurie dans le métier de la construction, etc., etc. C'est un discours qui est tellement socialement marqué et tellement hors sol que ça prête en réalité à rire. C'est rarement les enfants de ces ministres ou de ces responsables de cabinet qui vont aller chercher ces métiers, que l'on dit qu'on va revaloriser. Parlons-en, quand on voit les salaires que gagnent ces gens, sans compter évidemment les risques qui sont pris notamment dans le monde de la construction. Donc c'est très facile évidemment d'imposer des reconversions de carrière quand soi-même on est dans des positions sociales qui sont tout à fait privilégiées. Et que les enfants sont aussi partis pour faire de brillantes carrières, et tant mieux pour eux, c'est pas la question, dans des secteurs qui n'ont pas grand-chose à voir avec le monde de la construction. Je prends l'exemple de la construction de façon tout à fait caricaturale. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, évidemment, la chasse aux chômeurs, il y a aussi des intérêts pour le monde des très grandes entreprises. C'est que, évidemment, vous êtes moins enclin à vous mobiliser au sein de votre entreprise, à vous opposer à certaines décisions ou à revendiquer des hausses de carrière s'il y a des gens qui attendent dehors. Donc on sait bien que l'augmentation évidemment du nombre de chômeurs, c'est un argument pour le patronat pour revoir à la baisse les conditions de travail et les conditions salariales. Tout économiste un peu sérieux c'est évidemment ces choses-là. Donc là aussi, il y a une stigmatisation mais qui répond à une série de stéréotypes auxquels sont sensibles une partie de l'électorat des partis qui sont aujourd'hui au pouvoir, mais qui répond tout de même aussi à des enjeux fondamentaux pour les très grandes entreprises qui sont particulièrement liées à ce gouvernement. Elles ont toujours des relais dans les gouvernements qui se succèdent, évidemment. Ces gens-là, essayent évidemment d'avoir des relais à différents niveaux, bien entendu. Mais ici, on a vraiment un gouvernement qui, sociologiquement, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, est vraiment particulièrement proche du monde des très grandes entreprises et des plus grandes organisations patronales du pays. Quant au discours sur le secteur public, ben là, on voit qu'on est dans une stigmatisation qui est absolument effarante et scandaleuse. Bon, Jacqueline Galland est venue, si je ne me trompe, à Liège il n'y a pas longtemps, venir parler aux journalistes de la RTBF et des télévisions locales. On sait que ça ne s'est pas très très bien passé, c'est le moins que l'on puisse dire, avec un discours d'une très grande violence à l'égard des principaux concernés. En gros, donc tout ce qui est privé est bien, tout ce qui est public est mal, vous ne faites rien, vous ne travaillez pas assez. C'est d'une bêtise crasse. Ça marche sur un certain électorat, mais il faut aussi, nous, de notre côté, combattre, déconstruire et montrer évidemment que tout cela ne tient pas la route. Mais vous avez raison, aujourd'hui, clairement, tout ce qui relève du secteur public se retrouve d'une façon ou d'une autre menacé. C'est l'RTBF, ce sont les télévisions locales, ce sont les universités publiques, c'est la fonction publique dans son ensemble. On voit que la France suit très fort ce qui se passe aux États-Unis. Avec quelques coups de retard. Et nous, est-ce qu'on est en train de suivre la France avec quelques coups de retard? C'est une analyse grossière, finalement. Mais est-ce qu'on est tous voués, finalement, à se retrouver avec des services publics qui sont réduits, une privatisation des services publics et une montée de l'extrême droite? Si on les laisse faire, oui. Là, on a vraiment, si je puis dire, le mélange de tout ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire le néolibéralisme le plus radical, les stéréotypes et les politiques les plus durs qui soient à l'égard du secteur public, de la destruction de l'État social, avec en plus, évidemment, un discours de plus en plus décomplexé et de plus en plus ouvertement raciste chez certains, je ne dis pas chez tous les membres du gouvernement, ni dans tous les partis, mais des choses de plus en plus décomplexées sur les questions migratoires. Donc oui, on est à un tournant.
Et à l'échelle de l'Europe, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas très très rassurant, voilà. Et au niveau de la Commission européenne, voilà, on peut, par ailleurs, ils peuvent toujours mobiliser l'argument de l'Europe nous impose, les fameux 3%. Mais c'est quand même très curieux que, on n'a pas d'argent pour nos blouses blanches, on n'a pas d'argent pour nos universités, on n'a pas d'argent pour nos maisons de repos, pour augmenter les salaires et les pensions, mais on a de l'argent pour l'armement. C'est curieux, ça, hein? Assez curieux. Oui, c'est très curieux. Chez moi, ça ne marche pas. J'ai beau venir à chaque fois qu'une autre intention, quand je veux retirer des sous, il y a toujours le même montant. Mais je ne sais pas, selon l'intention, l'argent apparaît ou pas. C'est magique. C'est magique. Oui. Donc, est-ce qu'il faut faire réellement des efforts? Ou est-ce qu'on nous dit qu'il faut faire des efforts alors que finalement, elle a toujours existé, la dette? Est-ce qu'on peut tous vivre avec une dette? Est-ce qu'il faut réellement faire des efforts? Ce que tu dis est tout à fait juste. Alors, la dette est vraiment, je l'explique aux étudiants, j'en ai beaucoup discuté avec les collègues, je le rappellerai demain aussi lors de la mobilisation, la dette est vraiment l'argument ultime pour justifier toutes les contre-réformes autoritaires et austéritaires qui s'imposent aujourd'hui dans la plupart des pays en Europe et singulièrement pour l'instant en Belgique. Alors il y a plusieurs choses qu'il faut rappeler sur la dette. D'abord, la dette, c'est une très 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 longue histoire. C'est pas des décennies, la question de la dette, elle est bien plus ancienne que cela. J'ai envie de dire, si je voulais être un peu provocateur et à la fois être dans une forme de réalité historique, que les dettes, ça a toujours existé. Et pourtant, ce n'est pas à tous les moments de l'histoire où nous avons entendu des éditorialistes, des journalistes ou des responsables de très grandes entreprises, d'organisations patronales nous dire « la dette est tellement problématique que nous devons nous serrer la ceinture et accepter de nous couper les mains. Et sinon, on vous coupera le bras. » On connaît, donc vous ferez un petit effort, vous voulez garder le bras, on vous coupe la main. Alors un bras sans main, moi je pense que ça devient quand même très problématique. D'ailleurs, prendre un chips avec une main gauche, voilà. Donc, la dette, c'est une histoire très ancienne si on va en parler sérieusement. Ça a toujours existé. Première chose. Deuxièmement, faisons l'histoire de la dette. Qu'est-ce qu'on va constater? C'est que jusqu'à un certain point, la dette explose dans toute une série de pays en Europe avec la vague précisément libérale des années 80. Et lorsqu'on regarde les travaux de toute une série d'économistes en Belgique, on constate que en réalité, c'est souvent dans les années 80 qu'il va y avoir une explosion en réalité de la dette publique. Or, ces années-là ne correspondent pas à des années de grands progrès sociaux, c'est même le contraire. Donc, l'explosion de la dette publique, elle est notamment due, facteur absolument prépondérant, à cette logique qui a voulu que l'on continue d'abaisser depuis 30, 40 ans ce qu'on appelle les charges patronales. D'ailleurs, c'est très intéressant, on utilise le mot de charge. C'est pas le bon mot, le mot c'est cotisation. Là aussi, c'est un tour de passe-passe évidemment néolibéral. Le mot cotisation qui renvoie à l'idée de cotiser à une collectivité pour financer des choses dont on bénéficie collectivement est devenu une charge, un poids. Ce mot s'est imposé dans le discours public, pratiquement partout. Presque tout parti confondu, le mot charge aujourd'hui s'est imposé. Le mot charge, il est connoté négativement. Il faut alléger, donc il faut faire des efforts. Mais précisément, comment on en est arrivé là? Je l'ai dit, il y a eu ces logiques de cadeaux fiscaux aux plus privilégiés. Il y a eu l'abaissement, évidemment, pendant des dizaines d'années de ce qu'on appelle les charges patronales, aujourd'hui, disons, les cotisations, à coût de milliards. Cela a creusé la dette. Il y a eu ensuite, évidemment, on ne l'a pas oublié, c'est pas très ancien, la crise financière 2008, où là aussi, c'est de l'argent public. Donc l'État qui est venu à la rescousse de toute une série d'institutions financières considérées comme too big to fail, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laisser, en quelque sorte, s'écrouler. Il y avait Fortis, ING, etc., etc. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de la dette publique, mais alors on fait l'histoire de la dette publique, on regarde qui a vraiment vécu tous ces moyens et on constatera que ceux qui nous coûtent le plus cher sont précisément les plus nantis de ces sociétés. C'est ces gens qui nous coûtent très cher. Ce sont ces géants de la banque et de l'assurance, ce sont ces grandes fortunes, ce sont ces très grandes entreprises qui ont bénéficié depuis des dizaines d'années de cadeaux fiscaux de différents ordres et qui ont évidemment participé au creusement de la dette. Et après on constate, il y a un trou dans la dette. Oui, mais qui a fait le trou? On a vécu au-dessus de nos moyens. Qui peut croire ça? Vous allez dire aux chômeurs qu'ils ont vécu au-dessus de leurs moyens, aux allocataires sociaux, aux malades de longue durée, aux travailleurs dont les salaires sont bloqués par la loi compétitivité 96. On va dire à tous ces gens-là que nous avons vécu au-dessus de leurs moyens. Mais qui pense ces choses-là? Georges-Louis Boucher? Yann Yambon? Mais ils sont hors sol, ces gens sont hors sol.
enfin, je veux dire, j'ai dans mon entourage des gens qui sont, comme on dit, sur la maladie, qui vivent avec 1000 ou un peu plus de 1000 euros. Il y a encore une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, ma mère vivait avec 800-900 euros. Donc, je veux dire, à un moment donné, on connaît tous des gens dans notre entourage direct ou indirect qui, précisément, sont la preuve et le témoignage de ce que c'est tout simplement un discours d'accompagnement qui vise à masquer autre chose et d'autres objectifs. Et vous avez raison, ce n'est pas évidemment en imposant ces mesures d'austérité que l'on va régler le problème de la dette. Et par ailleurs, la dette, comme vous dites, a une très très longue histoire et on peut vivre évidemment avec un certain taux d'endettement. Donc j'aurais envie de répondre moi, que précisément la bonne dette, c'est celle qui permet d'investir précisément, de réinvestir dans les services publics, de réinvestir dans les hôpitaux publics, dans les crèches, dans les maisons de repos, dans l'enseignement et à tous les niveaux. Quand on voit comment on a dégradé les conditions de travail de nos collègues dans l'enseignement primaire et secondaire, c'est un scandale absolu. Et ça ne date pas uniquement de ce gouvernement, il faut bien le dire aussi. Donc, en réalité, on est en train de faire tout pour avoir demain une pénurie. On a déjà une pénurie dans l'enseignement secondaire. On a une pénurie dans le domaine des blouses blanches. Demain, vous aurez aussi une pénurie dans le monde de l'université. Et on dira, mais comment est-ce possible cette pénurie? Parce qu'on a tout fait pour dégrader les conditions de travail, limiter les salaires, s'en prendre aux pensions. Donc on est en train de préparer avec ce gouvernement les prochaines pénuries dans d'autres secteurs qui jusque-là ne l'étaient pas ou très peu. Et on constatera que, là, il nous manque des blouses blanches, ça on le savait. Il nous manque des profs d'UNIF. Alors pour l'instant, c'est dans le secondaire, hein. Voilà. Ouais. On se dit, oui, mais dans le secondaire, les profs, ils se plaignent toujours. Mais quels sont les gens qui disent ça, allez faire le travail de prof, ils verront ce que c'est. Hein? Pas une fois, comme certains hommes politiques le font, dans le cadre d'une émission, dans une chaîne privée, pour dire choisis mon job, ce truc est prêt, tout le monde est content, oui, je les comprends plus. Mais non, donnez à M. Georges-Louis Boucher qu'il a travaillé 1 an comme enseignant ou comme sidérurgiste, il verra ce que c'est de. Non, en effet, c'est pas ça. Voilà, exactement. Ouais. Ok. Et au sein de l'université, est-ce que vous êtes bien suivi au niveau de votre mouvement? Je sais que c'est soutenu, mais est-ce que vous êtes bien suivi? On a le soutien de la rectrice, on a déjà le soutien aussi de notre doyen dans la faculté de philosophie et lettres. Et le groupe qu'on a créé est un groupe intercorps avec des représentants de différentes facultés. Nous avons notamment la médecine vétérinaire, nous avons des représentants aussi qui viennent d'autres départements. Nous avons des collègues aussi d'autres universités qui nous ont rejoints dans ce groupe et qui seront présents là demain pour la mobilisation de l'université de Mons, de l'université de Bruxelles. Donc il faut le temps, évidemment. On a eu 15 jours, 3 semaines. On a un petit retard sur le monde de la magistrature. On essaie aussi là de faire le lien avec le mouvement, puisque je crois que précisément, c'est la fonction publique et les secteurs publics qui sont dans le viseur. Donc je pense qu'aujourd'hui, très clairement, si on voit les politiques qui sont menées à différents niveaux de pouvoir, il est clair que ce gouvernement, d'une part, s'en prend aux 3 piliers auxquels on est profondément attaché. D'une part, un, c'est le droit du travail qui est attaqué très lourdement, avec, on le sait, donc une modification de la législation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, etc., etc. Alors que ce gouvernement disait qu'il allait mieux payer les gens qui travaillent. Tiens, ceux qui travaillent de nuit, apparemment pas, on ne sait pas pourquoi, ce qu'ils ont fait, c'est des gremlins, ils ne les aiment pas, on ne sait pas, c'est curieux. Donc, le droit du travail. D'autre part, c'est la Sécu, c'est-à-dire chômage, indemnité, pension, indemnité maladie, pension, et d'autre part, le secteur public. Donc je crois que tous les gens de près ou de loin qui sont concernés par ces questions doivent essayer de faire converger les luttes. Ça va être compliqué, on sait que ça va être compliqué, mais on n'a pas le choix. Si on veut faire plier ce gouvernement, le faire reculer, il va falloir qu'on essaye le plus possible de se réunir et de faire converger les luttes. Donc je crois que c'est déjà important si le personnel judiciaire, le personnel universitaire, le personnel de la fonction publique dans son ensemble, les enseignants secondaires et aussi le personnel des télévisions, l'RTBF et les télévisions locales qui sont menacées par des politiques très comparables, je pense qu'il faut qu'on essaie précisément de faire corps pour s'opposer à ce gouvernement et à ces équivalents à notre niveau de pouvoir qui mènent aussi des politiques d'austérité et qui utilisent la menace. Je l'ai encore dit, mais les menaces sur la télévision publique, la télévision locale et les discours qui ont été exprimés par Madame Galland, notamment sur les journalistes de télévision, doivent faire plaisir probablement à une partie de son électorat, mais sont absolument inacceptables. Ils disent beaucoup du mépris qu'ils ont pour le service public. C'est intéressant parce que l'université se mobilise rarement au sein de manifestations, le système judiciaire également. Est-ce qu'on est face à un gouvernement qui met tout le monde d'accord pour dire que ça ne peut pas se passer comme ça, sinon on se dirige droit dans le mur?
oui, c'est peut-être une des erreurs, enfin moi je ne suis pas dans ce crédit, mais c'est peut-être une des erreurs de ce gouvernement, c'est qu'ils sont tellement aveuglés politiquement et idéologiquement par un projet bien précis qu'ils s'en prennent à toute une série d'institutions, de métiers et de corps au même moment. Et donc, il suffirait, avec beaucoup de guillemets, il suffirait, mais je sais que c'est très compliqué, c'est pas comme ça que ça se fait finalement, il suffirait d'une convergence des luttes pour précisément le faire plier. Parce que là, vraiment, je veux dire, à qui ce gouvernement ne s'en prend-il pas? Si, aux grandes fortunes, aux très grandes entreprises, etc., etc. Là, il n'y a pas de difficulté. Ils sont minoritaires. Ah ben là, je veux dire, oui, voilà, ce pourcent-là, évidemment, privilégié, il est à l'abri des regards et à l'abri, en gros, des mesures d'austérité, voilà. Mais pour le plus grand nombre, on nous promet beaucoup d'efforts, de rigueur, d'austérité. Voilà, donc je pense que c'est dans la lutte et en se mobilisant collectivement qu'on pourra, je sais que je me répète, mais faire plier ce gouvernement. Il n'y a pas beaucoup d'autres... historiquement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Alors on sait que les gens vont nous dire, oui, mais tôt ou tard, vous allez finir par prendre en otage. C'est toujours le mot qui est utilisé, prendre en otage. Mais bon, c'est ce gouvernement qui est responsable. Quand on mène une telle politique avec une telle brutalité, que pensait-il? Qu'on allait se laisser faire? Non. Donc si demain, il y a un chaos dans le monde judiciaire, dans le monde universitaire, dans d'autres secteurs publics, ce gouvernement devra en assumer, je regrette, mais la seule et entière responsabilité. Alors, il ne faut pas être un fin investigateur pour constater que le discours que tu tiens est plutôt orienté à gauche, mais en parallèle, il y a des professeurs d'université qui sont plus positionnés à droite. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? D'abord, on ne connaît pas et je n'ai pas à savoir quelles sont, je veux dire, les affinités, les engagements ou les encartements, je ne sais pas si la formule existe, de tous mes collègues. Il y en a dont on sait parce qu'ils ont une carrière pour tout, pour partie aussi, parallèlement à l'université dans le monde politique ou parce qu'ils sont connus pour avoir pris des positions sur toute une série de sujets. La seule chose que je peux dire, c'est que ce gouvernement a réussi à se mettre à dos, en effet, ça on l'a compris dans certaines discussions, des personnes dont les affinités électives, les votes, sinon les postes qu'ils ont pu jouer dans certaines communes, comme échevin ou conseiller, étaient plutôt du côté, on va dire, des engagés ou du MR et qui sont remontés comme des coucous par rapport à ce gouvernement, par rapport à la politique qu'assume ce gouvernement. Et ça, c'est une chose évidemment qui était peut-être moins prévisible. Pour moi, elle n'est pas tout à fait prévisible, mais qui était pour certains dans le mouvement peu prévisible. C'est le soutien aussi, c'est vrai, de certaines personnes qui n'ont pas nécessairement le même discours que nous, la même grille de lecture sur tout ce qui se passe au niveau politique, mais qui trouvent en tout cas, ça c'est sûr, absolument inacceptable la réforme sur les pensions qui est menée dans le monde de l'université, dans le monde de la magistrature, alors même que ses collègues sont des personnes, en effet, dont les affinités électives au départ ne sont pas à gauche, ça c'est vrai. Alors ce qui est prévu, c'est manifestation, mobilisation, mais en parallèle, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire comme action pour essayer de faire plier ce gouvernement? Est-ce que vous demandez déjà le retrait pur et simple de certaines mesures, ou bien la modification de certaines mesures, et comment est-ce que vous souhaitez y arriver? Alors, d'après les premières informations qui sortent, on va dire, des quelques négociations, même s'il n'y en a pas beaucoup, parce que Jan Bon n'est pas habitué, semble-t-il, à beaucoup négocier, c'est un euphémisme. On voit qu'il y a des tendances chez les uns ou chez les autres de dire mais peut-être on va obtenir une petite modification, une forme d'exemption de tel ou tel aspect de la réforme pour les académiques ou de tel autre aspect pour le personnel scientifique. On l'a dit, nous réfutons le bien fondé de cette réforme des pensions dans son intégralité, quel que soit le type de citoyen qui est touché par cette réforme, donc même à l'extérieur du monde public, à l'extérieur du monde de l'université. Donc nous demandons le retrait pur et simple de cette réforme des pensions. Et le gouvernement doit bien comprendre évidemment qu'on ne va pas se contenter de se mobiliser évidemment comme on a pu le faire, comme on va continuer de le faire parce que c'est important d'être présent, de se mobiliser, de marcher, d'être en rue, etc. bien entendu. Mais la magistrature à un moment donné évidemment a quand même fait connaître certaines menaces aux
au niveau du gouvernement, nous sommes aussi, nous, en mesure de pouvoir durcir le mouvement. Nous arrivons dans une période où les examens sont pratiquement là. Il y aura ensuite les délibés. Il y aura ensuite les proclamations, la diplomation. Nous pouvons, nous aussi, demain, décider de faire la grève de la délibération, de la proclamation ou de la diplomation. Donc le gouvernement doit entendre cela. S'il refuse de retirer sa réforme, le mouvement va se durcir et nous avons aussi des menaces que nous pouvons formuler à l'encontre du gouvernement. Là aussi, vous seriez suivi si ça arrive jusque-là ou... C'est difficile à dire. Reste à voir. Reste à voir, évidemment, l'ampleur du mouvement, le rapport de force. Tout va être une question, comme souvent dans les mouvements sociaux, dans les luttes sociales, du rapport de force. Donc c'est impossible de dire où on en sera dans 15 jours, dans un mois ou dans 2 mois. En tout cas, il est vrai que je n'ai jamais connu ça à l'université en 25 ans. Que bien des collègues, je peux considérer comme étant très modérément intéressés par la chose politique ou très modérés, comme on dit sur le plan politique, je ne sais pas trop comment dire les choses, Oui. sont particulièrement remontés. Je n'imaginais pas cela. Je ne pensais pas que le mouvement allait prendre une telle ampleur si rapidement, avec aussi, comme je l'ai dit, des collègues qui ne sont pas nécessairement intéressés à ces questions et qui ne luttent pas à leur niveau contre les politiques d'austérité ou de rigueur depuis des années, mais qui là sont particulièrement remontés. Donc moi je suis très confiant, mais c'est impossible de dire quelle sera l'issue de cette lutte maintenant, puisque bon, il faut voir comment les choses vont évoluer et quel sera à un moment donné le rapport de force. Encore une fois, je me répète, mais je pense que ce gouvernement pliera si on arrive à faire converger les luttes. Si on travaille chacun séparément de son côté, je pense que ça va être compliqué. On le constate, vous avez différents leviers d'action avec ces délibés, etc. Mais oui. Là, vous allez aller principalement donc manifester, rejoindre ces mouvements qui ont déjà pris place il y a plusieurs mois. Vous allez vous joindre à ces syndicats qui sont déjà en rue depuis plusieurs mois. Où vous allez donc faire ces mouvements un peu à part finalement de ces mouvements qui existent. Je pense qu'on doit le faire. Si on attend une convergence, nous aussi nous devons évidemment y aller. Là, je ne sais pas si tous les collègues le feront, mais évidemment qu'on doit s'appuyer sur les syndicats qui sont aussi, on a oublié de le dire, dans le viseur de ce gouvernement. Et il est clair que ces corps intermédiaires, je veux dire, ce gouvernement ne le porte vraiment pas, ces corps intermédiaires, dans leur cœur. Là aussi, c'est pas sans rappeler évidemment le discours de Macron. Moi, le peuple, et entre les deux, bon, ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est exactement les mots qu'il utilise, mais on voit bien que là aussi, les réformes, hein, on sait l'usage qu'il a fait évidemment du 49.3 à plusieurs reprises en France, en contournant précisément toute une série de corps constitués. Voilà, là aussi, il est très clair que c'est pas tout à fait un hasard. Et d'ailleurs, il s'en prend. Comme Macron le fait. Donc ici, on a un discours de plus en plus dur sur les syndicats, mais on n'a pas un discours de plus en plus dur sur les syndicats patronaux. C'est très curieux, hein. La FGTB, la CGSP, les syndicats sont dans le viseur, mais pas la KT, pas la FEB, et encore moins le VOCA, dont on sait qu'il est particulièrement proche du parti de Bart De Wever. Donc, visiblement, tous les corps intermédiaires n'ont pas la même valeur non plus pour ce gouvernement. Donc, on voit bien que ce ne sont pas les syndicats qui sont dans le viseur, ce sont les syndicats en tant que structure d'organisation du monde du travail. On le constate. En tant que tel, bien entendu. On le constate, il y a eu beaucoup de manifestations ces derniers temps, des grèves générales, des grèves nationales. Le pays qui était plus ou moins bloqué à chaque mobilisation. Et on constate que les négociations ne prennent pas. Non, ce gouvernement n'a vraiment même pas l'intention d'être dans la logique de la concertation sociale, dont on pouvait dire qu'elle-même, elle cadenassait peut-être parfois aussi les revendications. On peut faire aussi une critique de gauche, de la logique de la concertation sociale en Belgique et de ce qu'elle a permis de maintenir, mais de ce qu'elle a permis de maintenir aussi comme avantage du côté du patronat. Mais ici, on voit que cet élément quand même fondamental donc du système social, comme on disait à la Belge, est en train là aussi d'être détruit petit à petit par des mesures, par le refus de négociations sérieuses et par des discours de plus en plus antisyndicalistes primaires. Là, encore une fois, on voit bien que ce n'est pas sans rappeler une série de choses qui se sont passées en France, même si, comme je le rappelle, ce sont les organisations syndicales des travailleurs qui sont pointées du doigt, pas les organisations syndicales du grand patronat qui, elles, au contraire, sont sociologiquement très proches de ce gouvernement et des nouvelles majorités à différents niveaux de pouvoir. Il faut aussi pouvoir le dire. Quand on fait un peu une recherche sociologique sur le profil des nouveaux députés, des ministres,
ces liens reviennent assez systématiquement. Dès lors, lorsqu'on constate que ces manifestations en rue, ces slogans, ces pancartes et autres ne fonctionnent pas, quand on constate que des blocages ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un blocage, un rapport de force beaucoup plus large. Voilà. Si vous avez au même moment le personnel universitaire, le personnel de la magistrature, la fonction publique dans sa plus grande globalité, la SNCB, les travailleurs du transport et peut-être d'autres secteurs qui se mobilisent au même moment et non pas dans des luttes qui sont isolées où chacun va marcher à Bruxelles une fois tous les 2 mois mais de façon dispersée, là on a peut-être une chance de faire plier ce gouvernement. C'est toute la difficulté en réalité. La difficulté c'est qu'en fait, nous avons les armes et le nombre pour les faire plier, mais il faut qu'on puisse réussir à faire converger nos luttes et c'est pas un slogan, c'est vraiment quelque chose de compliqué qui se fait petit à petit, au jour le jour. Et il faudra aussi tenir sur la durée, parce que ce gouvernement ne va pas lâcher vite, évidemment. Donc, pour obtenir gain de cause, il faut se préparer à une lutte qui va être dure et longue, je pense. Et ce ne sera pas aisé, mais on n'a pas le choix. On n'est pas sûr de gagner, mais si on ne fait rien, on est sûr de perdre. Qu'est-ce que vous diriez justement pour être suivi aux personnes qui hésitent encore ou qui ne se sentent pas concernées? Le gouvernement utilise toujours l'argument, le chantage affectif, qui est celui de, notamment en matière de pension, nous allons laisser une dette à nos enfants et nos petits-enfants. Moi, j'aurais envie de répondre aux gens, si on ne se mobilise pas aujourd'hui, si on laisse faire ce gouvernement, il ne restera rien à vos enfants et aux petits-enfants. Il y aura une destruction du service public, il y aura une destruction de l'université publique accessible et il y aura des pensions de plus en plus menacées. Et la seule chose que vous pourrez espérer, c'est d'avoir des enfants qui ont des métiers particulièrement bien rémunérés pour pouvoir financer à côté une pension privée. Si vous n'êtes pas sûr d'être dans ce cas de figure, eh bien vous avez intérêt à avoir un service public fort et une pension légale forte. Donc j'ai envie de retourner l'argument qu'utilise systématiquement, évidemment, le gouvernement. C'est avec eux précisément l'avenir de vos enfants et de petits-enfants, il est hypothéqué. Nous défendons le service public et c'est la meilleure garantie qu'on puisse en attendre et que l'on puisse offrir à ceux qui n'ont rien d'autre ou peu. Comme je dis, le service public, c'est la seule richesse de ceux qui n'ont rien. Voilà. Ça, je crois que c'est très, très important. Ce chantage affectif, nous sommes en mesure de le retourner et de démontrer qu'il est faux. Merci Geoffrey. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir suivi Snack. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité à 16h dimanche. Ciao.